Le premier acte de l'État d'Israël en 1947, lors de sa création, fut d'ouvrir ses portes à des milliers de sans-patries. Par un mouvement migratoire presque sans précédent, sa population s'accrut en 7 ans et passa de 600 000 à 800 000 âmes. En 2017, la population d'Israël était de 8,68 millions d'habitants, dont 20,8% d'Arabes et de Druzes et 4,5% autres. Avec une croissance démographique de 2%, un taux d'alphabétisation de 97,8%, il y a aussi une croissance de 3,4% par an, un chômage qui est de 3,9% par rapport à la France, vous voyez, qui avoisine les 10%, et il y a une inflation qui est relativement faible, 1,2%, et c'était les chiffres de l'année dernière. 72 ans après sa création, la question quand même se pose, Israël, État des Juifs ou État juif? Israël est-il uniquement un État refuge pour le peuple juif ou a-t-il encore une autre vocation? Ce sont donc les thèmes que va nous développer ce soir Shraga Blum, journaliste, traducteur, rédacteur avec ses interventions sur la chaîne I24 News et LPH Info. Merci. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux d'être ici à Cannes. D'ailleurs c'est l'achèvement de ma tournée française. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Shraga Blum, Alain Blum de naissance. Je suis né à Strasbourg, j'ai grandi dans la région strasbourgeoise. J'ai fait mon alia en 1980 où j'ai rejoint le séminaire de Mayanot de Manitou, Rav Léon Ashkenazi, Zichrono Livracha. C'est là que j'ai connu mon ex-fiancée, ma femme, quoi. Merci. Grenobloise. Et nous sommes restés 7 ans, et pour des raisons, comme ça arrive parfois, économiques, nous sommes partis pour la Suisse pendant quelques années, qui se sont transformées en 18 ans, où j'ai été chazan, enseignant et animateur communautaire. Et nous sommes revenus en Israël il y a 13 ans, avec nos enfants, nos 4 enfants. Et comme vous le savez, quand on arrive en Israël, il faut parfois se réadapter, se réorienter. Chazan, ce n'est pas un métier tellement exportable en Israël, puisque là-bas, c'est sur une base bénévole en général. Et donc, comme j'aime la politique et comme j'aime écrire, je me suis lancé dans le journalisme. Et donc, comme l'a dit M. Rosenberg, je travaille sur le site, tous les jours, sur le site internet du Petit Hebdo, lphinfo.com, et j'interviens parfois sur I24. Voilà. Donc, voilà pour... j'habite à Efrat, pour ceux qui connaissent. C'est à mi-chemin entre Bethléem et Hebron, et à mi-chemin entre un village et une ville. Il y a 12 000 habitants, et nous sommes très heureux là-bas. Et voilà. Cette conférence donc se déroule sous les auspices de l'Organisation sioniste mondiale. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait la première organisation qui a été créée lors du premier congrès sioniste à Bâle en 1897 par Théodore Herzl. Et en fait, c'est la maison mère d'autres institutions que vous connaissez sûrement, comme le KKL, le Keren HaYesod, l'Agence juive, et même la Banque Leumi d'ailleurs, qui s'appelait à l'époque Banque Anglo-Palestine. À l'époque, quand on disait Palestine, on savait que c'était les Juifs. Et l'OSM, donc, agit dans pas mal de domaines. Encouragement à l'ALIA, lutte contre l'antisémitisme, Ulpan. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a à peu près 125 Ulpanim en France qui sont dirigés qui ont été ouverts par l'Organisation sioniste mondiale, parce qu'on estime évidemment que quelqu'un qui veut faire l'ALIA, il vaut mieux déjà qu'il sache l'ivrite avant de partir en Israël. Déjà, il faut apprendre la langue, c'est la première chose qu'on demande aux gens, mais si on peut apprendre l'ivrite déjà depuis le pays d'origine, c'est encore mieux. Donc il y a beaucoup d'Ulpanim qui fonctionnent en France. Et donc l'OSM est aussi partenaire du gouvernement israélien, travaille avec le ministère de l'Intégration, et aussi, et c'est dans ce cadre que j'interviens, que les conférenciers interviennent, et aussi pour maintenir un lien avec les communautés du diaspora, y compris les petites communautés. C'est-à-dire, ici c'est quand même une communauté assez grande, d'après ce que j'ai entendu, mais on va aussi à Arcachon, Verdun, des petites communautés, parce que Israël aussi veut montrer qu'elle a intérêt à maintenir ce lien avec les petites communautés, et aussi pour montrer,
pour apporter aux Juifs qui vivent encore en diaspora des éléments sur ce qui se passe en Israël, des aspects qu'on ne connaît pas forcément de la vie en Israël, parce qu'ici, en diaspora, les médias se focalisent essentiellement sur le conflit. Or, Israël, c'est pas seulement le conflit, c'est beaucoup d'autres choses, des choses très positives aussi. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt, d'après la réaction des gens. Ils sont très contents d'apprendre sur certains aspects de l'État d'Israël, que ce soit des aspects économiques, sociétaux, politiques, géopolitiques, économiques, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous intervenons. Alors, avant de rentrer dans le juif du sujet, je vous préviens tout de suite, je vous rassure, je vous décevrai, mais vous ne sortirez pas d'ici en sachant exactement ce que c'est un État juif. Parce que chaque juif a sa définition de ce qu'est être juif. Chaque Israélien a sa définition de ce que c'est un État juif. Même plus, il y a plus d'opinions que d'Israéliens, en fait. Et donc, le but de cette conférence n'est pas vraiment de résoudre je dirais pas cette contradiction, mais cette ambivalence, mais de vous présenter un peu comment elle s'est développée, et surtout, dans une deuxième partie, de montrer l'évolution actuelle, qui, à mon avis, est assez encourageante et pousse un peu à l'optimisme, même si les débats sont parfois très, très, très violents, et en tout cas oralement, verbalement, mais en tout cas pour montrer que finalement, on prend quand même une bonne direction. Alors, il faut savoir que cette ambivalence entre État des Juifs ou État juif, elle est consubstantielle au sionisme même. Si vous lisez les penseurs du sionisme, d'ailleurs, ils ont utilisé indifféremment État des Juifs ou État juif. Le livre de Herzl, l'État juif, en allemand, il l'a appelé Der Judenstaat, qui littéralement c'est l'État des Juifs. Mais si vous lisez le contenu, il parle aussi de l'État juif. Donc, à l'époque, il ne faisait pas tellement de différence entre les deux. Alors, je vais vous surprendre un peu, mais pour vous montrer un point important de cette problématique, je vais vous parler, pour commencer, des accords d'Oslo. Alors, apparemment, ça n'a aucun rapport, mais vous verrez qu'il y en a. L'un des artisans des accords d'Oslo, donc, qui ont été signés en 1993, l'un des artisans qui avait négocié en secret à Oslo avec l'OLP s'appelait Ron Pundak. Et Ron Pundak est décédé d'ailleurs il y a quelques années. Il a écrit ses mémoires, et notamment ses mémoires sur cette période-là, des accords d'Oslo, des négociations. Et il a écrit quelque chose qui est assez intéressant, parce que ça concerne directement le problème dont je vous parle aujourd'hui. Il écrit comme ça: « Je veux la paix afin de promouvoir l'israélisme. La paix n'est aucunement un but en soi, mais un moyen de faire passer la société israélienne d'une ère à une autre, dans une ère que je qualifierais d'Israël comme État normal, sous-entendu un État comme les autres, israélisation et non judaïsation de la société israélienne. » Donc vous voyez déjà que, on verra tout à l'heure dans l'évolution historique, ça correspondait à une volonté. Est-ce que tous les autres artisans pensaient la même chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que Ron Pundak, à la limite, il dit presque que le processus de paix n'était qu'une couverture d'une volonté en souterrain de donner une direction ou de redonner une direction à la société israélienne qui, d'après lui, devenait trop juive et pas assez israélienne. D'accord, d'après lui. Et d'ailleurs, un peu plus tard, en 1996, quand Binyamin Netanyahou a été élu et qu'il a battu Shimon Peres, Shimon Peres avait dit qu'il s'agissait de la victoire des Juifs sur les Israéliens. Donc vous voyez, c'est déjà, on voit un peu déjà dans quoi on agit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début du sionisme, il y a déjà une espèce de hiatus. Parce que le sionisme politique est né à une période où les Juifs étaient en danger, notamment, principalement en Europe de l'Est. Il y avait les pogroms, il y avait l'antisémitisme, il y avait aussi un antisémitisme qui ressurgissait en Europe occidentale, alors que les Juifs avaient cru que l'émancipation allait enfin les débarrasser de ce fléau. Et donc, l'objectif des penseurs sionistes, des premiers en tout cas, c'était de trouver une solution physique pour le peuple juif. Alors, pas tous, il y en a qui ont aussi imaginé quel genre de société, mais en tant qu'à l'urgence, en tout cas, c'était de trouver une solution physique. D'ailleurs, on le voit au 4e congrès sioniste,
Herzl, tout à coup, propose l'Ouganda, d'accord ? Parce que, pour lui, l'Ouganda, c'était une manière urgente de régler le problème des Juifs russes, surtout. Bien qu'il pensait qu'ultérieurement, ça serait le pays d'Israël, mais en tout cas, il a proposé l'Ouganda, et paradoxalement, c'est les Juifs russes qui étaient les plus concernés par une solution d'urgence, qui se sont opposés à cette solution de l'Ouganda. Alors, il y avait des penseurs déjà, même des rabbins, au XIXe siècle, qui avaient imaginé un retour des Juifs en Israël pour créer une société juive, le Rav Alkalai, par exemple, le Rav Tzvi Kalischer, mais en résumant, en schématisant évidemment, les penseurs sionistes étaient issus des milieux, ce qu'on appelle émancipés, de la Haskalah, laïcisés. Donc ce qu'ils imaginaient, c'est que le sionisme permettrait de tourner la page de la diaspora avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire avec une coupure avec le juif d'avant, avec les traditions qui, selon eux, ils ont en partie raison d'ailleurs, de dire que ça a aidé, la tradition juive avait aidé à préserver le peuple juif en diaspora, mais dans leur esprit, c'était créer un État avec un homme nouveau qui romprait totalement avec le passé. Mais d'un autre côté, leur regard se tournait quand même vers Eretz Israël, vers Sion. Or, sionisme qui vient de Sion, Sion c'est un terme religieux, si vous voulez, donc c'est pas d'accord. Donc il y avait dès le début déjà la solution du sionisme comportait déjà en elle-même un problème qui allait naître plus tard, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? C'était juste un état asile, c'est juste pour résoudre une question existentielle, c'est-à-dire la survie physique du peuple juif. Ou, comme vous le disiez, M. Rosenberg, est-ce qu'il y a une vocation qui vient en plus dans ce retour des Juifs, autre que le simple rassemblement physique des Juifs pour les mettre à l'abri de l'antisémitisme. Donc, dès le début, était sous-jacente cette question, cette ambivalence. D'ailleurs, on le voit déjà même dans la Bible, dans le livre de Samuel, quand il s'adresse à Dieu et qui dit mon peuple, ils veulent un roi comme les autres nations. Voilà. Déjà donc cette volonté juive de vouloir faire comme les autres, tout en étant indifférent, ça date pas d'aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les premières années de l'État, déjà juste avant d'ailleurs Ben Gurion aussi. Pourquoi est-ce qu'il a accepté le plan Peel en 1936 et le plan de partage en 1947, même si ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'il désirait? C'est parce qu'il disait qu'il y a urgence. Il faut, surtout après la Shoah, il fallait vraiment trouver un refuge pour le peuple juif. Donc il a accepté de manière réaliste les frontières qu'on lui proposait parce que l'objectif premier était existentiel. Et c'est vrai que dans les premières décennies de l'État d'Israël, les questions qui taraudaient la société n'étaient pas forcément des questions métaphysiques, spirituelles, religieuses. C'était surtout des débats gauche-droite, capitalisme, socialisme. C'était Ashkenaz-Séfarad, la réunion de toutes ces communautés qui se retrouvaient en Israël, d'Orient et d'Occident. Et donc, c'était ces problèmes-là qui devaient être résolus. Il fallait bâtir une économie, il fallait bâtir une armée, il fallait se défendre. Donc, forcément, les problèmes qui étaient à la une, si vous voulez, n'étaient pas des problèmes entre guillemets de luxe, c'est-à-dire quel genre de société on va créer, est-ce qu'on va être une société juive ou comme les autres, c'était pas encore le problème numéro un qui était débattu dans la société israélienne. Un grand changement s'est produit en 1967. Pourquoi en 1967 ? Parce qu'il y a d'abord eu une grande peur existentielle. Ça veut dire on était pratiquement 20 ans après la Shoah, un peu plus, et de nouveau, la communauté juive, cette fois-ci réunie en Israël, craint pour sa sécurité, pour sa vie. Et donc, cette grande peur existentielle a provoqué, après la guerre, qui a été vraiment gagnée de manière miraculeuse et rapide, a créé aussi un questionnement spirituel. Il y a beaucoup de gens qui venaient des milieux non pratiquants, non observants, qui se sont dit il y a quelque chose qui s'est passé ici, on n'est pas là par hasard, etc. D'autant plus qu'en 1967, l'Israël moderne de l'époque, l'Israël nouveau, s'est retrouvé tout à coup face à l'Israël antique, avec la retrouvaille du Kotel, Hebron, Shiloh, Bethléem, enfin des lieux comme ça qui représentent vraiment
l'origine du peuple juif. Donc forcément, ça crée des questionnements et les gens commencent à se dire, mais peut-être qu'effectivement, on a un destin spécial. Et donc ça a commencé déjà, cette question a commencé à devenir plus prégnante à partir de 1967. Ça s'est accentué encore en 73, parce qu'en 73 aussi, il y a eu cette peur tout d'un coup de perdre la guerre. Et on a vu après 73 se créer des mouvements, soit des mouvements ce qu'on appelle des teshuva, d'accord, de retour aux sources, aussi des mouvements inverses, d'accord. Donc, en tout cas, les débats sont devenus, la question est remontée, si vous voulez, à émerger de manière plus visible à la surface. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Quel genre d'État? Quelle sera la société? Et donc, est-ce que nous sommes un État juif ou uniquement un État des Juifs? Alors, après la guerre du Kippour, c'est peut-être là qu'il faut... il y a aussi comme conséquence aussi l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin, qui était soutenu par des franges qui étaient plus traditionnalistes de la population. Et donc, ça a aussi créé un choc en face, puisque les élites israéliennes de la création se sentaient un peu floués. Ils ont gouverné pendant 30 ans. Et tout d'un coup, c'est une autre partie de la population, plus traditionnaliste, qui venait au pouvoir. Et donc, les idées se sont un peu radicalisées. Et donc, aujourd'hui, les accords d'Oslo dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était peut-être une tentative de réaction, dans le sens politique du terme, à cette évolution qui est née après la guerre de Kippour, Begin, etc. Donc... C'était les premières minutes enregistrées au Centre communautaire de Cannes de la conférence de Shraga Blum, journaliste, sur la chaîne I24 et dont le thème était « Israël, État des Juifs ou État juif ». D'autres conférences sont prévues au Centre communautaire de Cannes dans les jours à venir, dont celle de Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre, et ceci le 26 février. Nous espérons vous y voir participer.